Alors, la revue L'Express, créée par Jean-Jacques Servan-Schreiber pour servir la politique de Pierre Mendès France dans les années 50, qui réussit à retourner l'opinion publique dans la grande tradition de la propaganda qu'avait mis en place Édouard Bernays, et qui titre ce 28 février 1991, après la première guerre du Golfe, vers un nouvel ordre mondial. On trouve l'article principal en page centrale, avec George Bush père. Les vainqueurs d'aujourd'hui face aux défis de demain, inventer la paix, contrôler les ventes d'armes et protéger les sources d'énergie. Donc je rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu l'intervention précédente, que l'expression nouvel ordre mondial, ça vient du texte de Virgile, la 4e églogue. Je vois éclore un nouvel ordre de siècle renaissant, mais en réalité ça signifie refonder à partir de la base un nouvel ordre du monde, selon les traductions. Ça c'est tout à fait établi. Et puis, évidemment, ça doit passer par des intellectuels, par des philosophes, des gens qui sont censés penser le monde au niveau historique, qui peuvent être capables, à partir de la connaissance de l'histoire, d'interpréter l'actualité et projeter le futur. Et on a donc cet article en page 91, du 28 février 1991, intellectuel, l'adieu au rêve. Et là on a des intellectuels qui sont très connus, à savoir Olivier Duhamel, Bernard-Henri Lévy, Luc Ferry et Edgar Morin lors du débat organisé par l'Express. Je rappelle que Bernard-Henri Lévy, c'est quand même celui qui a menti sur les bombardements des populations civiles par Kadhafi. On était en 2011, ce qui a fait intervenir Nicolas Sarkozy, faire chuter Kadhafi, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais derrière, on n'a pas assuré la suite, ça a été complètement le chaos, et c'était aussi une façon de se débarrasser de Kadhafi, dont on connaît les liens sur le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy, puisqu'il a été abattu, bien sûr, Kadhafi, avant qu'il puisse parler. Comme en général, les anciens collaborateurs de l'Occident, comme Saddam Hussein, là aussi ce sont des sources qui sont facilement vérifiables. Saddam Hussein, qui a été un ancien espion de la CIA, chargé par la guerre contre l'Iran de faire obstacle à la révolution islamique, et qui ensuite a été abandonné par la CIA jusqu'à ce qu'on invente là aussi qu'il y avait des armes de destruction massive et qu'on déclenche la deuxième guerre du Golfe. Ensuite, Tony Blair a avoué qu'il savait qu'il n'y en avait pas, mais que si c'était à refaire, il le referait. Entre-temps, il y a eu un pays complètement détruit, qui n'a toujours pas trouvé la paix, soi-disant retrouver la démocratie, comme a dit George Bush fils, et derrière des centaines de milliers de morts, dont des femmes et des enfants dans l'opération pétrole contre nourriture. Donc Edgar Morin, c'est quelqu'un qui a toute mon estime, mais les autres, on sait par quoi ils se sont illustrés, et pourtant c'est eux qui animent ce débat. L'adieu au rêve, à la fin du siècle ravagé, par les idéologies, où les intellectuels se sont trop souvent fourvoyés, l'heure est venue d'un bilan, celui des illusions perdues. L'Express a réuni au cours d'un débat 4 de nos meilleurs experts en la matière, Olivier Duhamel, politologue, etc., Luc Ferry, philosophe, Edgar Morin, sociologue et écrivain, et Bernard-Henri Lévy. Bon. Alors, et là, on va toucher à un sujet sensible, qui est celui du communautarisme dans les médias,
dans l'industrie, dans la façon d'influencer le monde. Et c'est un sujet avec lequel il faut être extrêmement clair, parce que le communautarisme, il est partout, et il a fait d'immenses catastrophes en tout lieu, depuis toujours. Il faut être clair et il faut être précis. Et là aussi, il faut faire appel à la raison et à la connaissance de l'histoire, parce que se masquer une partie de la réalité, c'est quelque chose qui conduit d'autres peuples à être opprimés, et y compris les peuples à l'intérieur d'une communauté, à être complices ou à subir la folie de ceux qui se présentent comme leur élite. Mais on peut les juger sur les faits, sur les actes et sur les résultats. Alors, on continue avant d'approfondir ce sujet du communautarisme dans les médias qui touche différentes communautés religieuses qui font partie de la mondialisation, qui sont même un des piliers. Eh bien, voyons un petit peu ce qu'il en est de l'Express aujourd'hui, avec ce dernier numéro. Donc, fermer les frontières serait un suicide pour la France. On sait que l'Union européenne, elle a aussi été créée pour faire tomber les frontières. Et au niveau des populations, on ne peut pas dire que ça a amené un bien quelconque, véritablement, à part de façon très provisoire pour des pays comme l'Espagne, la Grèce, le Portugal, mais on voit dans quel chaos ensuite ils sont retombés. Hein. Et ce n'était pas non plus là un hasard. Rappelons que quelqu'un comme Mario Draghi, membre de Goldman Sachs, président de la Banque Centrale Européenne, connaissait la situation de la Grèce, l'a aidé à truquer ses comptes pour être validé au niveau de la Commission européenne, et pendant ce temps, il pariait en bourse sur son effondrement pour gagner de l'argent. Mais l'effondrement de la Grèce, eh bien, ça a été du chômage, des problèmes de santé, des gens qui perdent le logement, de la misère, du désespoir, la montée des partis extrémistes qui ensuite sont présentés comme des partis fascistes, bien évidemment. Mais auparavant, on a réduit les peuples, on leur a fait subir ce que Naomi Klein appelle une stratégie du choc, hein, c'est-à-dire une perte de tous leurs repères, en les trompant, en les endettant par les Jeux Olympiques et en leur faisant passer des mesures libérales. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement rodé, et c'est quelque chose qui est bien réel, il ne faut pas oublier. Et pourtant, Nicolas Bavrez, dans ce numéro de cette semaine hein, de l'Express, eh bien, titre ainsi « Le procès fait à la mondialisation est absurde ». L'historien, hein, toujours prétendre qu'on connaît l'histoire, et économiste Nicolas Bavrez récuse les accusations formulées à l'encontre de la globalisation et met l'Europe en garde, soit elle se refonde, soit elle se décompose. Propos recueillis par Claire Chartier, Éric Scholl et Pascal Pogam. Alors, quels sont les arguments de Nicolas Bavrez? Voilà ce qu'il dit. Chez les citoyens des démocraties, la demande de sécurité et de protection sera extrêmement forte après le traumatisme de l'épidémie, hein, c'est toujours stratégie du choc, et face à ces séquelles qui seront durables, alors que c'est absolument faux au niveau de la santé. Par contre, pour l'économie, c'est vrai, mais l'économie a été complètement plombée hein, par des mesures de confinement que n'a pas fait par exemple la Suède. Il faut écouter l'extraordinaire discours d'un député autrichien qui accuse son gouvernement hein, et qui montre comment les choses se sont bien passées par volonté du gouvernement, en revanche en Suède. Donc premier mensonge, certaines démocraties donc, sauront y répondre en préservant la liberté politique et l'état de droit. D'autres basculeront dans le populisme et l'autoritarisme, suivant l'exemple de Viktor Orban en Hongrie, qui a profité de la pandémie pour accélérer sa conquête de tous les pouvoirs.
On se demande ce que fait autre chose, ce que fait d'autres qu'Emmanuel Macron, hein, en France. Mais voilà. On relèvera au passage que, pour un pays comme la France, qui est la première destination touristique mondiale et dont la compétitivité ne tient plus qu'à ces grands groupes internationalisés, la fermeture des frontières serait un suicide économique et social. Alors que justement, la compétition, qui a amené la délocalisation, la baisse des taxes, l'arrêt du protectionnisme, je rappelle la parole de Raphaël Enthoven en parlant d'Arnaud Montebourg, il est nationaliste, on voulait renationaliser, il est socialiste, donc il est national-socialiste, on voit l'extrême violence et l'extrême bêtise des arguments des mondialistes, hein. Eh bien, voilà qui cherche à nous dire que la compétitivité, c'est l'avenir d'un pays, et ça la plupart des gens continuent à le dire, hein, alors que justement c'est ce qui a brisé l'économie de la France. C'est ce qui a brisé le bien-être, le pouvoir d'achat, la qualité du travail, l'indépendance de populations entières. En France et dans le reste du monde, hein, par la déréglementation. Et donc, tout simplement, peut-être qu'il faudrait arrêter d'être compétitif, parce que la compétition, c'est la guerre, véritablement, et le progrès dans la technologie, dans une bonne technologie, dans l'agriculture, un bon progrès agricole, hein, avec des techniques vertes, etc., comme dans le reste, il peut tout à fait arriver, et en fait, il n'arrive que lorsqu'on se préoccupe véritablement du bien des populations, des consommateurs, en faisant des produits qui durent, et qu'on n'est pas obligé de changer avec un appauvrissement, avec une obsolescence programmée qui amène aussi à une catastrophe écologique, soi-disant pour faire de la croissance. Voilà. Et on sait que de partout, il y a une baisse volontaire de la qualité d'absolument tous les produits pour obliger à acheter, et ça, c'est soi-disant la compétitivité, c'est les grandes entreprises. Donc il y a vraiment quelque chose de machiavélique, de nuisible, mais qui est complètement délibéré de la part de cette, soi-disant, compétitivité qui accompagnerait philosophiquement, hein, le processus de progrès selon des principes qui ont 2 siècles. Et voilà. Donc c'est quand même important. C'est plus du tout le progrès aujourd'hui, et ça fait longtemps que ça ne l'est plus. En plus, il faudrait que ce progrès soit aussi un progrès pour les populations. On a vu ressurgir la revendication des identités nationales, hein, la revendication des identités nationales, donc comme si c'était un crime de dire eh bien, que des personnes veulent être souveraines dans leur pays alors qu'ils paient des impôts, qui sont pris à la source, alors qu'ils votent pour des personnes qui prétendent aller pour leur bien, en s'entourant des meilleurs. Un constat d'échec pour une mondialisation dont l'essor était censé favoriser le développement économique et prévenir le retour de la lèpre nationaliste. Ça, c'est les intervieweurs qui posent cette question-là. L'erreur, répond Nicolas Baverez, résulte du concept absurde de mondialisation heureuse et de son pendant, l'horreur économique. Donc, aussi bien souhaiter une mondialisation heureuse que vouloir éviter une horreur économique, c'est ce que dit Nicolas Baverez, c'est absurde. Donc, vous voyez à quel point c'est violent. L'idée de bonheur et l'idée d'horreur sont des idées absurdes. Pourquoi? Parce que la mondialisation n'est ni providentielle, c'est faux, elle est souvent présentée comme providentielle, ni diabolique, elle est un fait historique, complexe et dialectique qu'il faut essayer de comprendre. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans le libéralisme 2.0, il est même sacrifié au passage, tout en continuant de se servir comme base, l'idée du progrès amené par le libéralisme, hein, dans l'essai de Adam Smith, essai sur la richesse des nations, et le trickle-down effect, de la fontaine de champagne, de la richesse qui retombe sur ceux qui sont en bas. Et donc, il nous met devant le fait accompli, comme quoi c'est un processus quelque part naturel, historique, qui fait partie de l'humanité, et que donc il ne faut pas nier, parce que sinon on ferait preuve d'idéalisme, quelque part,
donc d'illusion. On peut la condamner à loisir, hein, donc, comme des propos vaseux, de songes creux, comme les rêves des intellectuels, les illusions dont parlait ce numéro de l'Express il y a déjà une trentaine d'années. Cela ne supprimera en rien les risques globaux du XXIe siècle, comme le réchauffement climatique, les épidémies, les grands accidents industriels ou le terrorisme, mais cela interdit de les mépriser. Voilà, c'est-à-dire que de les maîtriser, c'est-à-dire que critiquer la mondialisation interdirait de maîtriser les risques de la mondialisation. Et donc là encore, il y a un sophisme qu'il faut vraiment mettre à jour, c'est-à-dire qu'en gros, ce qui nous a rendus malades seraient ceux qui pourraient aussi nous guérir, mais quand on boit de l'alcool, qu'on est malade et qu'on continue, à un certain moment, on arrive au coma ou à la cirrhose. Hein. Et il y a aussi une contradiction complète dans les termes, hein, puisque en fait, la mondialisation et le fait de ne pas fermer les frontières, c'est justement ce qui fait une empreinte carbone, j'aime pas cette expression, mais ce qui pollue de façon terrible, ce qui dépend du pétrole, ce qui fait énormément d'emballage, c'est-à-dire ceux qui contribuent à complètement ravager les océans, l'atmosphère, et en fait obliger des cadences infernales, et qui détruit les économies locales pour faire produire moins cher dans des pays qui sont des dictatures, comme la Chine. Hein. Mais on se rappelle ce qu'on a vu dans une intervention précédente. Déjà, Ernest Renan disait que les Chinois sont sans aucun sentiment d'honneur, ou presque, et que c'est la nature qui en a fait une race d'ouvriers, et qu'en revanche, en Europe, on a une race de maîtres et de soldats. Voilà, hein, ça c'est les bases de la mondialisation. Je renvoie au texte de Renan cité dans les premières interventions. Donc, bien sûr qu'arrêter la mondialisation, ça permettrait de maîtriser les risques industriels, le terrorisme en contrôlant les frontières, etc. Hein, et le réchauffement climatique, et les épidémies, bien évidemment. Hein, mais vous voyez comment il dit des contre-vérités. C'est bon, il faut avoir la connaissance de l'histoire. Il dit aussi, et sous la fin annoncée des idéologies du XXe siècle, on a vu ressurgir avec une violence inouïe, donc toujours les termes dithyrambiques comme ça, les hyperboles, on a vu ressurgir avec une violence inouïe les deux passions politiques que Tocqueville jugeait à juste titre les plus puissantes, le nationalisme et le fanatisme religieux. Alors, moi j'ai pas lu grand-chose de Tocqueville, par contre j'ai eu des passages extrêmement importants où il exprime clairement son point de vue. Hein. Le premier, je l'avais lu dans un livre de Henri Kempf, je crois que c'est « Comment les riches détruisent la planète ». Mais en tout cas, Hervé Kempf, le grand reporter au Monde, citait un passage très célèbre d'ailleurs de Tocqueville, où il décrit des foules entières mornement diverties par leurs maîtres, manipulées, ce divertissement, etc. Et Tocqueville prédisait aussi la fin de la grandeur. La fin de la grandeur, il la prédisait aussi comme ça, à cause du tout économique, du profit et de la fin des nobles sentiments. C'était un aristocrate qui détestait le fait de s'enrichir pour s'enrichir. Et le deuxième texte que je connais de Tocqueville, quand je faisais travailler un jeune qui présentait son bac de français, hein, et je le remercie aujourd'hui de m'avoir mis ce texte sous les yeux, c'est quand Tocqueville parle précisément des États-Unis d'Amérique, et il dit aux États-Unis, et là pourtant on n'est même pas au milieu du XIXe siècle, on est vers 1840, 1830, il dit les gens ne cessent jamais d'agir, agir toujours, ils montent une entreprise, ils la revendent aussitôt, ils sont incapables de commencer à se poser pour essayer de comprendre le monde, ils sont pris d'une frénésie, et la vie perd tout son sens comme ça, c'est quelque chose qui est incompréhensible, et qui est vraiment inquiétant pour l'humain dans sa totalité. Voilà. Sachant que c'est ça
qui se prépare pour nous en Europe, hein, parce que c'est ça le but d'Alexis de Tocqueville quand il écrit de la démocratie en Amérique. Donc on voit ici à quel point Nicolas Bavrez, hein, qui se présente comme historien, qui est économiste et avocat, membre du groupe Bilderberg à plusieurs reprises, eh bien, il va dénaturer encore une fois la pensée d'un penseur certes libéral, mais intéressant et extrêmement critique par rapport à l'ultralibéralisme ou même au libéralisme tout court, tel qu'il est devenu au cours des siècles. Voilà, donc c'est quand même assez important, c'est même très important, et je prends un autre texte, cette fois-ci de Thomas Mahler, qui s'appuie sur Ian Goldin, professeur à Oxford, en Angleterre, donc, et qui appelle la mondialisation la force la plus progressiste de l'histoire. Et un petit titre en haut à gauche, hein, bouc émissaire, toujours, hein. Donc on va reprendre des mots qui frappent fortement l'inconscient collectif, parce que le bouc émissaire, c'est quelque chose qui est extrêmement ancien. Ça existait dans la tragédie grecque, où on chargeait un bouc au cours de la sorte de cérémonie théâtrale de la tragédie, de l'oubris, c'est-à-dire de la démesure d'un personnage qui avait provoqué la désorganisation de la cité, qui avait fait passer du cosmos au chaos, une cité à cause de sa démesure, hein, ce qui se passe exactement pour Macron aujourd'hui avec le problème du coronavirus, avec son gouvernement. On le retrouve, le bouc émissaire, dans la tradition juive, hein, où il y avait deux boucs. Il y avait le bouc qui était sacrifié et le bouc sur lequel on projetait tous les péchés du peuple. Et après, donc, eh bien, le bouc était sacrifié, amené dans le désert où il mourait, et ça purifiait quelque part la population, comme dans le processus de catharsis dans la tragédie grecque ancienne, avec le chant du bouc, hein. Tragédie, ça veut dire chant du bouc. René Girard en a beaucoup parlé. Tout le christianisme aussi, avec le sacrifice de Jésus, c'est aussi ça, prendre sur soi les péchés de la nation. Et j'en ai beaucoup parlé dans mon exposé sur Oedipe et Macron par rapport à la peste, dans la tragédie de Sophocle, Oedipe tyran, hein, l'idée du bouc émissaire par rapport à la tragédie grecque. Mais en revanche, ce qui se passe aujourd'hui véritablement, hein, là, ils nous accusent, c'est toujours pareil, de prendre la mondialisation comme bouc émissaire, mais aujourd'hui, c'est le peuple tout entier qui est le bouc émissaire, parce que la culpabilité, elle est mise sur la population, qui est accusée d'être des bombes bactériologiques, hein, de pouvoir répandre partout. Donc il y a vraiment une culpabilisation, une peur, une intériorisation de ce qu'on peut faire en risquant de tuer les autres, hein, de tuer les populations. Mais là, comme d'habitude, il y a l'inversion du processus, alors que la mondialisation, effectivement, est responsable de la crise, de la dépendance économique, de l'appauvrissement, de la pollution des régimes dictatoriaux avec des économies libérales s'appuyant sur des régimes autoritaires. Eh bien, on cherche à se faire passer pour blanc, et on dit, on est les victimes, on est le bouc émissaire, comme d'habitude. Alors, voyons un petit peu cet article de Thomas Mahler, toujours dans l'Express, dans le journal qui est le chantre de la mondialisation, créé pour ça, hein, par un ancien membre du FMI, de la Banque mondiale, Pierre Mendès France. Et donc, spécialiste de la pauvreté, le prix Nobel d'économie Angus Deaton a une bonne blague: si la mondialisation est un complot néolibéral destiné à enrichir un petit nombre aux dépens des autres, alors ce complot a échoué piteusement. Eh bien non, effectivement, la mondialisation, elle a appauvri beaucoup de monde, hein, et on voit que les gens qu'elle a enrichis, entre guillemets, et on va le voir par la suite, c'est en Chine précisément, mais avec une dictature
et des gens qui sont riches, mais qui détruisent, enfin qui sont riches, qui ont accédé à la classe moyenne, mais à quel prix? Au prix d'une dictature totale. Hein. On va voir comment les contextes, les termes sont manipulés. En 1990, plus d'un tiers de la population mondiale vivait dans l'extrême pauvreté. Aujourd'hui, c'est un habitant sur 10, alors qu'il y a 2 milliards d'humains en plus. En 1990, un quart de la population mondiale était analphabète, contre moins de 15% aujourd'hui. La mortalité infantile a diminué de plus de la moitié. La mondialisation a été la force la plus progressiste de l'histoire pour réduire la pauvreté, résume Ian Golding, professeur à Oxford, professeur de mondialisation et de développement à Oxford. Voilà. Mais à côté de ces bénéfices, l'auteur du Butterfly Defect a aussi théorisé que l'hyperconnectivité crée de nouveaux risques systémiques. Le Covid-19 en est une illustration. Alors, en réalité, quand on regarde la mondialisation, il y a certes eu des progrès. Voilà, hein, la population était analphabète, la richesse, etc. Mais à quel prix? C'est-à-dire que, comme d'habitude, ce sont des démocraties de plus en plus libérales, travaillant avec des dictatures et avec, à un certain moment, une profonde régression des populations, un effondrement même de leur façon de vivre, et puis la pollution, avec une saturation totale des transports dans le monde, vraiment mettant la planète au bord de l'abîme.